Bien, je vous propose de démarrer. Merci à tous d'être connectés aujourd'hui pour ce dernier webinaire de l'année organisé par QuickSign. Aujourd'hui, le thème est l'IA est-elle suffisante pour lutter contre la fraude à l'identité? Alors, je me présente, je suis Charlène Doge, je suis responsable marketing chez QuickSign. Et pour m'accompagner aujourd'hui dans un format un peu inédit, un format table ronde qui se veut plus interactif et plus dynamique, j'ai deux de mes collègues, Alexandre Bacchus, Head of Data chez QuickSign, et Fabien Vittori, Head of Performance chez QuickSign. Si vous pouvez vous présenter rapidement. Ouais, bonjour à tous, merci de vous être connectés. Moi, je m'appelle Fabien Vittori, je suis ingénieur de formation. Je suis arrivé chez QuickSign en 2008, pardon. C'est tellement vieux que même moi, je me trompe. Et donc, je travaille sur les problématiques d'onboarding depuis cette époque-là. J'ai notamment travaillé avec des optiques de projet, des optiques de produits, et depuis 5 ans désormais, accompagné par l'équipe d'analystes. Je vois les problèmes qui sont liés à la lutte contre la fraude. En tout cas, je voulais juste finir par dire, voilà, j'ai eu l'occasion de collaborer beaucoup avec les équipes de 3 et de lutte contre la fraude de nos clients. Et pour enchaîner, bonjour à tous. Donc moi c'est Alexandre, comme tu l'as dit, je suis Head of Data chez QuickSign depuis 2 ans maintenant. Ça fait une douzaine d'années que je travaille sur les problématiques data et d'IA. Je travaille avec Fabien sur justement certaines problématiques qui sont liées à la détection de fraude comportementale, sur les questions de BI, bref, mais ce qui ne regarde pas ce webinaire. Et j'ai également une de mes talentueuses équipes qui travaille sur des enfin, sur la mise en place d'algorithmes d'IA pour traiter les documents, que ce soit d'un côté sur une partie OCR, hein, donc transformation d'images en texte et extraction d'informations de ces images, et des indicateurs de falsification de documents, et je pense qu'on aura l'occasion d'en montrer quelques exemples. Alors, pour vous parler un peu du déroulé de cette session, justement, on va avoir à peu près 40 minutes d'échange en format table ronde, comme je vous le disais. Vous l'avez déjà expérimenté à l'instant, vous pourrez réagir en live. Alors, l'idée, ce serait plutôt d'utiliser l'onglet Q&A qui est juste en haut, qui permet de poser des questions. Comme ça, si jamais on n'a pas le temps d'y répondre aussi en session, on pourra revenir vers vous voilà, en asynchrone. Donc, je pense que c'est pas mal si vous utilisez cet onglet s'il vous plaît. Et puis, comme d'habitude, le replay sera disponible. Il faudra juste nous le demander. Alors, ce sujet, l'IA est-elle suffisante pour lutter contre la fraude à l'identité? C'est un sujet assez large. Aujourd'hui, on vous propose vraiment de se focaliser sur la fraude à l'identité parce que c'est voilà, le sujet que l'on traite au quotidien chez QuickSign dans nos échanges avec les services financiers dans le cadre de l'onboarding digital. J'ai une première question pour toi, Fabien. Pourquoi est-ce qu'on parle de fraude à l'identité aujourd'hui? Pourquoi ça nous intéresse particulièrement en ce moment? Oui, c'est vrai que quand on y réfléchit, la fraude à l'identité, ça n'a rien de nouveau. Heu et spécifiquement quand on parle de la fraude à l'identité dans le cas de l'onboarding et l'onboarding digital, c'est un des sujets qui a toujours existé. Il est en fait inhérent au fait d'ouvrir un produit financier à un prospect, qu'a priori on ne rencontrera jamais. Pour autant là, vraiment, je pense qu'on est à un moment de tension très, très importante pour le marché, parce qu'ils sont en train d'essayer, les services financiers, de résoudre finalement, 2 objectifs en même temps qui sont des objectifs un peu contradictoires. Et ça les met un petit peu dans une posture d'équilibriste. C'est pour ça qu'on a choisi, cette représentation-là. D'un côté, on a un impératif très, très fort de simplification de l'expérience client. Une simplification qui est demandée d'abord par les clients finaux, qui aujourd'hui ont des attentes d'instantanéité quand ils achètent des produits, et ça doit s'appliquer pour eux également aux produits financiers. Mais ça peut aussi être de la pression indirecte, je pense notamment à la distribution, de crédit, qui, doit aussi s'approprier à des canaux qui sont des canaux digitaux, pour lesquels l'attente d'instantanéité vient cette fois aussi des distributeurs de produits eux-mêmes, qui sont donc des impératifs très forts. Dans le cadre du monde digital, on est dans une concurrence totale. On ne peut pas profiter d'une sorte de position, d'avoir du brick and mortar au milieu d'un village. Et donc, on est en compétition avec les acteurs historiques des services financiers, mais aussi avec des acteurs émergents comme des fintech et des néobanques qui, au cours des dernières années, ont quand même modifié de manière assez importante la manière dont on peut acheter des produits financiers sur Internet. Et enfin, le cadre réglementaire a eu tendance à être un petit peu allégé. Je parle spécifiquement au moment de l'entrée en relation, hein, parce que bien sûr, dans la vie de compte, il y a eu des exigences au contraire plus importantes pour les services financiers.
Donc ça, c'est un premier objectif qui est un objectif un peu de performance marketing. De l'autre, on a des objectifs toujours plus importants sur la lutte contre la fraude et malheureusement avec des solutions qui sont encore aujourd'hui limitées ou imparfaites. Je vais commencer par la plus importante, hein, les documents d'identité n'ont pas été designés pour permettre une authentification dans un cadre digital. On a intégré sur certains des puces NFC, sur certains des 2D docs. Non seulement c'est pas toujours utilisable, c'est incomplet, mais voilà, c'est vraiment une solution qui est très imparfaite, qui fait que la fraude à l'identité est beaucoup plus facile quand on est dans un contexte digital que quand on est en physique, parce qu'on dispose de moins de points de contrôle. D'autres éléments pour expliquer un petit peu cette difficulté de lutte contre la fraude, il y a des solutions qui sont prometteuses mais encore embryonnaires. Je pense par exemple à l'identité numérique, où aujourd'hui on peine à voir émerger en France une solution de vérification d'identité centralisée. Et enfin, quand on essaie de mettre en place des processus plus exigeants, on peut penser par exemple au PVID, dans ce cas-là, on est rappelé un petit peu à ce numéro d'équilibriste et c'est plutôt des problèmes de performance par rapport au niveau de sécurité complémentaire qui font qu'on a un peu du mal à déployer ces éléments-là. Donc je pense que si on veut synthétiser pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui et pourquoi on en parle plus que d'habitude, c'est parce qu'on est un petit peu au paroxysme de la partie volonté de performance et volonté de lutte contre la fraude, alors qu'on a l'impression de ne pas avoir de solution encore complète. Mmh. Et concrètement, est-ce qu'on peut définir rapidement ce qu'on appelle la fraude à l'identité? Oui, alors de manière un petit peu schématique, on a tendance à répartir les fraudes à l'identité en deux catégories. Une première qui est l'usurpation d'identité. Alors c'est la méthode la plus connue, c'est aussi la plus simple à mettre en place. L'usurpation d'identité, ça consiste à récupérer les documents d'un tiers et de s'en servir pour ouvrir sans son accord des produits financiers. Bah, des produits financiers dans le cas qui nous intéresse, hein. L'exemple typique qui est très utilisé, mais en fait pas que pour des exemples, qui est utilisé aussi par les fraudeurs, c'est par exemple mettre une annonce sur le bon coin, récupérer les documents par exemple, de justificatifs pour un logement, et donc ensuite, avec ces documents-là, souscrire à un crédit, directement ou indirectement, on peut aussi ouvrir des comptes bancaires. Donc, évidemment, c'est le plus connu. Historiquement, c'est 2 tiers des fraudes qui étaient associées à cette usurpation, et là, je parle des fraudes qui n'étaient pas détectées à l'octroi, hein, donc vraiment avec des impacts importants pour le tiers concerné. La deuxième grande catégorie, c'est ce qu'on va appeler les identités forgées ou synthétiques. En fait, ça recoupe plusieurs pratiques de fraude. Typiquement, les plus importantes, ça va être la contrefaçon. Donc, c'est la création d'un document complet, d'un faux document. Ça peut être fait de manière physique ou informatique. Et également la falsification. Donc, on part d'un document qui est un document existant et on va venir le manipuler pour le modifier de manière marginale pour pouvoir souscrire à un crédit. Voilà, j'ai parlé de 2 catégories et vous pouvez voir que sur la slide, j'en ai affiché une troisième. Je vais un tout petit peu quand même parler des mules. Donc, les mules, c'est une catégorie qui est un petit peu différente. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une fraude à l'identité. En tout cas, c'est pas une fraude à l'identité au moment où on réalise l'onboarding digital. En fait, c'est une pratique qui s'est beaucoup démocratisée parce qu'elle est très simple à mettre en place pour les fraudeurs. Elle consiste à rémunérer un tiers pour ouvrir un compte bancaire. Et ensuite, une fois que le compte est ouvert, récupérer les droits sur le compte pour pouvoir s'en servir, principalement pour du blanchiment d'argent, mais aussi pour récupérer des sommes qui seraient liées à des arnaques, par exemple, pour faire sortir l'argent des banques et qui ne puissent pas être récupérées. Et en fait, si ce n'est pas directement de la fraude à l'identité, puisqu'au moment de l'entrée en relation, on a bien affaire à la personne qui se présente, on peut quand même, je pense, utiliser un petit peu ce qu'on va parcourir aujourd'hui comme solution pour se dire qu'au moment du transfert, il y a certainement des solutions qui sont des solutions KYC qui pourraient être déployées pour limiter ce phénomène de mule. Mais aussi, une des raisons pour lesquelles j'en parle, c'est que très souvent, quand les équipes de fraude viennent nous voir en nous parlant de mule, en investiguant, on se rend compte qu'il s'agit d'identité forgée ou d'usurpation d'identité. Et en fait, ça reflète un des problèmes quand on parle de la fraude, c'est qu'il est très coûteux et parfois impossible de parfaitement catégoriser à quel type de fraude on a affaire. On ne sait jamais vraiment si on est sur une identité forgée ou une mule, ou en tout cas, il peut subsister un doute. Merci pour le contexte et les éléments de définition qui posent les bases du sujet. Alexandre, pourquoi l'IA est un enjeu, justement dans la détection de la fraude? Oui, alors, pour parler de ce sujet de pourquoi justement, associé à ce que tu disais Fabien, on parle d'IA et de la pertinence de l'IA, comme on aime bien les plans romains, je vais te suivre et le faire en 3 points.
On a trois enjeux. Tu l'as cité au début, on a un sujet de lutte antifraude, de minimisation des faux négatifs, donc de minimiser le nombre de cas qu'on ne va pas détecter comme étant une fraude, hein, qu'on va détecter comme étant neutre. De manière historique, le recours à des opérateurs de vérification a très bien fonctionné pour avoir ce regard et finalement performer dans cette lutte antifraude. Néanmoins, dans des enjeux du digital, et c'est ceux qui nous touchent le plus chez QuickSign, donc sur de l'onboarding digital, on a des volumes qui sont complètement différents. Ça scale de manière très importante. Donc on a deux choix. Soit on scale aussi au niveau des opérateurs, mais peut-être qu'on en reparlera, il y a des enjeux qui vont là-dessus et ça peut être compliqué. Ou alors on va utiliser des systèmes autonomes. De manière historique, on utilisait des automates, donc ce sont des systèmes à règles. Si j'ai un dossier qui est dans telle configuration, eh bien je vais le router de telle ou telle manière et donc définir si c'est une fraude ou pas. Ça fonctionne très bien sur du grand volume. Ça a très bien fonctionné pendant des années. Néanmoins, ça montre une limite, c'est sur l'adaptation de ces règles qui ont été implémentées. C'est-à-dire, on le sait, et je pense qu'on reviendra dessus plusieurs fois, le comportement des fraudeurs, il n'est pas stable dans le temps. Il y a un apprentissage qui se fait et des changements de comportement qui sont opérés. Et donc, pour faire suivre ces règles, ça veut dire qu'il faut développer des nouvelles choses au sein de ces règles. Ça prend du temps, ça crée parfois une espèce d'usine à gaz où on a une multitude de règles qui ont été implémentées et on ne sait même plus expliquer pourquoi est-ce qu'on a tel résultat derrière. Donc ça devient une limite. Et c'est en ça que l'IA apporte quelque chose de supplémentaire, c'est que l'IA arrive à jouer sur ces trois tableaux. À la fois bien performer sur la lutte antifraude, on verra à quel niveau par rapport aux opérateurs, j'espère. La gestion de grands volumes, hein, utiliser de l'IA, c'est du coût machine, ça scale très bien. Et le fait de s'adapter au comportement parce que ça fonctionne sur des systèmes à apprentissage. Donc c'est l'algorithme qui apprend à partir des données historiques et qui génère lui-même les règles et qui les adapte en fonction des comportements. Donc ça donne plus de robustesse au final. Donc, vous le savez, les domaines de la fraude et de l'intelligence artificielle sont pétris d'idées reçues. Et justement, notre approche aujourd'hui, ça va être de repartir de ces idées reçues et d'essayer de les décortiquer. L'objectif finalement de ce webinaire, si je vous déroule un petit peu le plan, c'est de voir en quoi l'IA est une brique capitale dans un système de détection de fraude, mais aussi quelles en sont les limites et pourquoi l'humain reste toujours un maillon indispensable de cette chaîne de réflexion. Alors, première idée reçue. Alexandre, on entend souvent dire par les opérateurs que l'IA ne sert à rien pour la détection de la fraude. Mais alors non, justement, c'est Fabien, je crois qu'il n'était pas du tout d'accord avec cette affirmation. Je pense qu'on pourrait dire qu'on est tous les deux assez en désaccord. Euh, bah, D'abord, c'est pas une idée reçue qui vient de nulle part. Et je pense qu'il faut commencer par là, avant de prendre un peu de recul et de regarder des chiffres. En général, les populations qui sont le plus vocales pour dire que l'IA, ça sert à rien, ça va être les gens qui sont confrontés aux limites de l'IA. Je pense aux cellules d'octroi et encore pire aux cellules de lutte contre la fraude pendant la vie de compte financière. Et effectivement, quand on passe sa journée à voir ce que l'IA a loupé, bah, c'est très facile d'avoir l'impression que c'est assez inutile. Ce que j'ai fait en préparation de ce webinaire, c'est que j'ai récupéré les données de production de cette année 2024 d'une équipe chez nous qu'on appelle le FEB. Le FEB, c'est le Fraud Expert Bureau. Et c'est l'équipe qui est chargée chez QuickSign de valider l'identité des prospects pour nos clients dans le cadre de souscription à des transactions financières. Et j'ai essayé de faire ressortir les deux métriques qui, pour moi, démontrent que cette affirmation, a priori, mérite au moins d'être mitigée. Euh, la première, et je pense que c'est la plus importante, seuls 3% des tentatives de fraude aujourd'hui, en 2024, en production, obtiennent un OK des machines qui sont déployées sur nos parcours. Dit autrement, pour 97% des cas de fraude, il y a au moins un endroit où la machine va monter une alerte à un opérateur pour le prévenir qu'a priori, il y a quelque chose qui requiert son attention. Donc on est très très loin d'une inutilité, même si évidemment 3%, ça peut suffire à être problématique d'un point de vue business. On a le plus souvent raison quand on dit OK avec la machine. Et j'ai essayé de créer une deuxième métrique en fait qui montre que même si c'est les populations les plus vocales, en fait au quotidien, il y a une très très forte confiance dans les moteurs d'IA. Ce que je vous ai présenté à gauche, c'est un graphique qui en ordonnée définit le temps moyen de traitement. Et en abscisse, vous voyez les différents opérateurs de l'équipe du FEB.
Et vous avez deux histogrammes, un histogramme en rouge, donc qui représente le temps de traitement dans le cas où une machine indique au moins un KO lors de ces contrôles, et en vert, le cas où on est sur du full automatisable pour la machine. Et ce que vous pouvez voir, c'est que de manière quasiment systématique, je vous ai exclu les cas d'escalade parce qu'on demande aux gens en escalade de pas du tout tenir compte de la vie de la machine. Mais en fait, de manière globale, tous les utilisateurs passent moins de temps à valider un dossier quand la machine a dit OK. Ce qui, à mon sens, démontre un haut niveau de confiance en fait sur ce qu'est capable de faire l'automate. Et quand je dis un temps significatif, on parle de plus d'un tiers de temps gagné quand l'IA dit OK. Donc voilà, c'est deux métriques que je voulais faire ressortir. Seuls 3% des fraudes, des tentatives de fraude ont un OK de la machine, et les équipes, en fait, quand on va dans le fond, pour moi, font confiance aux automates. Alexandre, dans l'introduction, tu nous parlais d'automatisation, de passage à l'échelle. Pourquoi c'est un enjeu pour la détection de la fraude et comment l'IA relève le challenge justement là où l'humain pourrait paraître limité? Alors déjà, je veux dire que ce que disait Fabien était quand même très rassurant pour mes équipes. Ça veut dire qu'ils font pas non plus tout ça pour rien. Donc ça, c'est cool. Et je suis assez d'accord avec ça. Et à propos de cette automatisation, alors on prend un cas concret. Supposons qu'on veuille un nombre de dossiers convertis de 1 million sur l'année 2025. On veut 1 million de dossiers convertis pour, par exemple, de l'ouverture de comptes en banque en ligne. Ça veut dire qu'il faut à peu près 1 300 000 tentatives au total. Si on le répartit d'une manière uniforme sur l'année, ça fait à peu près 3 500 par jour. Et encore, on sait très bien que si on ne peut pas le répartir d'une manière uniforme, il y a des pics qui sont dus à des événements contextuels. Donc on va plutôt être sur l'ordre de 20 000 dossiers qui vont être en pic. On estime, ça c'est à partir de nos études en interne, qu'on a à peu près, et encore en étant assez conservateur, un temps de traitement par nos opérateurs de vérification d'identité de 1 minute 30 uniquement sur la partie identité. En fait, ça dépend de plein de critères du document. Ça dépend derrière de est-ce que justement je suis en train de détecter quelque chose ou j'ai rien? Est-ce que je suis en train de croiser avec d'autres infos? Bref, je reviens pas sur le découpage, mais ça dépend de plein de facteurs différents. Mais outre cette avalanche de chiffres que je donne, au final, ça dit qu'il faudrait à peu près une soixantaine d'opérateurs par jour si on voulait tenir ce chiffre. Et là, on s'aperçoit que c'est un modèle économique qui est alors possible, mais quand même assez difficile. Ça entraîne plein de questions, que ce soit des questions de prestations, des questions de formation, de gestion RH, de recrutement, de churn, de passation de connaissances. Bref, ça crée une complexité qui est assez forte là-dessus. S Si on le compare par rapport à une IA, alors je parle pas de l'aspect performance, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, au sens, performance de détection. Mais en termes de performance machine, ça va prendre quelques secondes, peut-être quelques dizaines de secondes en fonction des différents docs et de la complexité des docs qu'on a. Néanmoins, ça se parallélise quand même très, très bien. On peut facilement monter des machines différentes pour les traiter, ces process en parallèle. Et de deux, l'humain est ultra performant, c'est certain. Néanmoins, on peut voir une fatigue ou en tout cas des erreurs d'inattention qui peuvent apparaître au fur et à mesure, ce qui est pas le cas pour une IA. Son résultat sera à peu près toujours déterministe. Ça dépend des méthodes qu'on considère. Néanmoins, la plupart du temps, c'est quand même très déterministe. Et donc, un avis sur une image à 2 heures du matin ou à 14 heures donc dans l'après-midi, il sera toujours le même. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une véritable opportunité dans un modèle économique plus viable à utiliser de l'IA justement. Deuxième idée reçue, l'IA est une boîte noire qui ne fera jamais mieux que les humains. Alors, qu'est-ce qu'on entend par boîte noire? C'est ce côté incontrôlable, illisible, sans explicabilité, justement, qui serait assez gênant dans les problématiques de lutte antifraude. Qu'est-ce qu'on en pense de ça, Alexandre? Alors cet aspect de boîte noire, moi j'ai envie de donner 2 réponses. La 1re, qui est presque philosophique, c'est de se dire, c'est quelque chose, l'IA parfois qu'on a tendance à ne pas comprendre et donc à le mettre comme quelque chose de très obscur, difficile à appréhender. Heu, c'est une première, pas trop m'étancher là-dessus. On va plutôt regarder ce que ça veut dire en termes d'explicabilité. En fait, on a cette notion où on dit l'IA, mais
dans notre cas, dans le cas de l'onboarding digital, ça n'a pas de sens de dire l'IA. C'est pas un système hégémonique qui plane. En fait, c'est une combinaison de différentes IA qui interviennent au long du parcours. Alors, je ne vais pas redétailler tout le parcours, mais il y a quelques étapes qui sont assez clés pour les différents systèmes d'IA qui sont implémentés. C'est-à-dire, en premier, c'est j'ai demandé à ce qu'on uploade un document. Est-ce que c'est le bon document qui a été saisi ou est-ce que c'est complètement autre chose? Est-ce que les données qui ont été fournies dans un formulaire et les données que j'ai relevées au sein des documents et même entre les documents entre eux sont cohérents? Pareil, c'est une autre IA qui va intervenir sur des problématiques de sérisation ou d'extraction d'informations. Est-ce que j'ai détecté des marques de falsification au sein du document lui-même? Donc, pareil, c'est une autre IA qui intervient. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, mais il y a cette notion de biométrie qui est assez importante. Donc, la capacité à demander un selfie, de détecter que sur ce selfie, c'est bien une personne, qu'elle est vivante, et de faire ce qu'on appelle un face match, de comparer ce selfie par rapport à la photo qui est présente sur la carte d'identité. Pareil, c'est une autre IA. Et on a aussi un sujet de croiser le maximum de sources différentes, justement dans des problématiques comportementales. Pareil, ça, c'est d'autres IA qui interviennent. Donc en fait, ça veut dire que la décision qu'on a à la fin dans un parcours, mettons en full automatisation, et même pas que, elle dépend de tous ces critères intermédiaires, donc de toutes ces IA qui sont intervenues au fur et à mesure. Donc ça veut dire que chaque IA produit son propre résultat. Donc si je veux arriver à comprendre pourquoi est-ce que j'ai obtenu tel résultat, je peux revenir à quelle étape a posé problème. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aujourd'hui... Alors, on s'est posé des questions sur cette notion de côté boîte noire quand le deep learning a commencé à devenir populaire, particulièrement sur l'imagerie. Et depuis, il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites et on a des systèmes, des algorithmes qui permettent d'avoir de l'explicabilité même au sein d'un même modèle et de comprendre pourquoi est-ce qu'il s'est activé à tel endroit, enfin, pourquoi il a donné telle réponse, parce qu'il s'est activé à tel endroit dans l'image, etc. Donc en fait, ce côté boîte noire, aujourd'hui, il est plus si vrai que ça. Alors il y a des cas où ce sera toujours un peu obscur, mais la plupart du temps, on arrive quand même à bien savoir, à bien comprendre pourquoi on a obtenu tel résultat. Alors, je vois qu'on a quelques questions dans le chat et on essaie d'y répondre au fur et à mesure à l'écrit. Si vous voulez rebondir dessus, Alexandre, Fabien, à l'oral, n'hésitez pas. Sinon, on enchaîne sur une troisième idée reçue. Et celle-là, on l'a trouvée vraiment particulièrement intéressante en préparant le webinar. C'est l'idée que l'IA ne pourrait détecter que des fraudes complètement évidentes. Il me semble que c'est toi, Fabien, qui voulais rebondir sur ce sujet en premier. Oui, et ça va me permettre un petit peu de répondre à une question de Valentin qui est arrivée avec un peu de préscience. En fait, il faut d'abord essayer de qualifier ce qu'on appelle fraude évidente. Et en général, quand on pense et quand on discute avec nos clients sur ce qu'est une fraude évidente, on a aussi une manière un petit peu triviale de définir comment l'IA va réussir à détecter la fraude. Et on va surtout s'intéresser aux problématiques qui sont des problématiques de vision artificielle, donc la capacité d'une machine à changer une image en texte, mais aussi à analyser les pixels pour détecter des opérations qui auraient été menées par un fraudeur. Et en fait, c'est assez logique qu'on pense d'abord à ce type de solution pour détecter la fraude. Déjà, c'est les solutions les plus anciennes. Ça fait presque 10 ans que des solutions d'OCR sont exploitées et utilisées en production. Mais aussi, c'est comme ça que travaillent les équipes d'octroi pour essayer de détecter la fraude. Donc c'est un biais assez classique. On demande à l'IA de faire ce que fait l'humain. Si on regarde un petit peu et qu'on s'intéresse à ce que c'est faire du coup l'IA sur cette partie vision artificielle, et on a pris là l'exemple d'une CNI Corinne Berthier. En fait, aujourd'hui, l'IA, notamment grâce à la révolution du deep learning, elle est capable de manière très efficace d'extraire du texte. Je ne sais pas si Alexandre, tu peux passer sur la slide. Et si je disais que la plupart des contrôles n'ont pas été prévus pour être réalisés à distance, en fait, il existe quand même des contrôles qui rendent la falsification un peu plus difficile pour un fraudeur. Je m'explique. Vous voyez en bas de la petite CNI Berthier une zone machine readable zone, donc c'est celle où on a un petit peu des codes. Et en fait, cette machine readable zone, elle est constituée d'éléments qui sont déjà présents dans la partie haute ou dans le verso, et elle contient également des clés de sécurité. Donc évidemment, l'IA aujourd'hui sait lire ces éléments et vérifier qu'ils sont cohérents. Elle le fait avec une très très grande précision, et ça permet
en effet, de lutter contre des fraudes qui sont des fraudes évidentes, de quelqu'un qui soit ne connaît pas les règles, soit s'est trompé lors du calcul de ses clés. Mais en fait, l'IA maintenant fait beaucoup plus que ça. Elle est capable d'aller plus loin, notamment avec des solutions de reconnaissance de police, d'alignement des caractères, de présence de certains éléments, comme les initiales ou les RF, qui sont des éléments qui ont fait leurs preuves et qui sont aujourd'hui capables d'être utilisés en production. Je vous demande pardon. Donc en tout cas, déjà, quand on parle de fraude évidente, souvent on parle surtout de cette partie vision artificielle. Et dans une certaine mesure, on va revenir un petit peu sur les limites de la partie vision. Et je vais vous les détailler de manière assez complète avec la slide suivante. Si je regarde le problème de manière plus globale, et toujours en réutilisant ces données de production 2024, ici, je vous ai catégorisé les fraudes auxquelles on a été confronté sur nos cinématiques de production, et je les ai découpées selon la classification que je vous ai proposée en introduction. Ce que vous pouvez voir, c'est que la très très grande majorité des tentatives de fraude, aujourd'hui encore en production, sont des usurpations d'identité. Usurpation d'identité, ça veut dire que le fraudeur va tester de passer avec des documents qui sont des documents authentiques, mais ne va pas modifier ces documents. Aujourd'hui, vous le savez, dans la quasi-totalité des parcours contiennent des solutions de biométrie. Et en réalité, ces solutions sont extrêmement efficaces, si bien que 99,97% des tentatives de fraude par usurpation d'identité aujourd'hui sont détectées par une machine. Ce que vous pouvez voir également, c'est que le taux d'attaque que je vais définir comme sophistiqué, donc des choses un peu plus complexes que juste essayer de passer son visage en espérant que ça passe, sont extrêmement faibles. C'est moins de 2 attaques sur 1000 où on va soit présenter un écran, soit présenter une photo, soit utiliser du deepfake. Deepfake, il a fallu que j'aille très très loin pour en trouver en production, c'est extrêmement marginal. Et donc ça explique que ces attaques sont aujourd'hui très faciles à détecter par l'IA, mais en tout cas on a des taux de détection excellents. Et on a 2 éléments qui peuvent faire référence justement à cette perception que seules les fraudes faciles sont détectées. On a toutes les problématiques de contrefaçon et les problématiques de falsification. Donc contrefaçon, ce qu'on voit surtout nous en production, c'est des documents qui sont créés par des générateurs. C'est la manière la plus simple de générer des documents et de le faire en grande quantité. Mais on a aussi bien sûr des cas de fonds documentaires ou des impressions et des modifications de documents physiques. Là, on peut voir un petit peu les limites de la machine. Aujourd'hui, c'est à peu près 90% des cas de contrefaçon qui sont détectés par l'IA, majoritairement grâce à des problèmes de police ou de cohérence, parce que les générateurs, quand ils génèrent des images, ont des caractéristiques qu'on a appris à détecter. C'est ce qui nous permet d'être très performants. La partie falsification, donc c'est une intervention sur une pièce réelle. La majorité de ces falsifications aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des photoswaps. Qu'est-ce qui se passe? Un fraudeur se rend compte qu'il ne parvient pas à passer l'étape biométrique. Il va donc, parce que c'est ce qui est le plus simple, c'est ce qui est le plus simple pour lui, mettre sa propre photo sur un document d'identité et donc passer la biométrie, de même qu'il arrivera donc à l'étape d'octroi. Et dans ces cas-là, on a à peu près 90% de détection. Moi, je voulais faire passer 2 messages importants avec cette slide. Le premier, c'est qu'en fait, quand bien même on pourrait qualifier les fraudes détectées par l'IA de simples, en fait, l'IA détecte très bien les fraudes qui sont rencontrées en production. Et l'autre élément, c'est pour l'instant, la plupart des fraudes sont encore très très peu sophistiquées. Et je pense qu'il ne faut pas lire ce chiffre à l'envers. Les fraudeurs, c'est des gens qui sont relativement intéressés à leurs résultats. Et si les fraudes sont peu sophistiquées, c'est parce que dans une grande mesure, aujourd'hui encore, elles fonctionnent. Donc le message important que je voulais faire passer, c'est le suivant. Quand bien même, et on va le démontrer, c'est pas tout à fait vrai qu'on ne sait détecter que des fraudes qui sont des fraudes évidentes. En fait, aujourd'hui encore, les fraudes évidentes, c'est le sujet principal auquel sont confrontés les services financiers en ligne. Et une des raisons, c'est parce qu'il est encore assez simple de faire passer des fraudes qu'on pourrait considérer comme grossières par les cellules d'octroi quand elles ne sont pas correctement aidées par l'IA. Je pense qu'en même temps, tu as répondu à une des questions qu'on avait dans le chat d'Antoine qui était sur où en sont les techniques de génération de documents synthétiques chez les attaquants. Donc nickel, et on aura l'occasion d'en reparler peut-être aussi à la fin sur les nouvelles générations de documents synthétiques, même si on s'est concentré plutôt sur la lutte antifraude et donc comment on utilise certains algorithmes pour cette lutte. Pour illustrer ton propos, je voulais proposer un petit jeu. Euh, Aujourd'hui, on essaye de pousser de plus en plus à une captation de documents physiques.
pour ça, on utilise une composante on appelle le Scan ID, qui va, plutôt que d'afficher un bouton d'upload sur lequel la personne va pouvoir cliquer, uploader son document, vraiment déclencher son appareil photo de manière à forcer la personne à utiliser le document d'identité, la carte d'identité physique. Néanmoins, on n'est pas à l'abri d'un écran qui soit finalement pris en photo au lieu d'une carte d'identité physique. Et surtout que si jamais on est fraudeur et qu'on l'a photoshopé, c'est plus facile de l'avoir directement sur support numérique. Et donc se pose la question de comment est-ce qu'on peut détecter ça. En fait, je voudrais me servir de cet exemple pour illustrer cette notion de parfois l'IA peut voir certaines choses qui sont plus difficiles à voir pour l'humain. Donc, si on prend ce cas d'usage, hein, c'est détecter des prises de photos d'écran. Je voudrais vous montrer 4 documents qui sont ici et j'ai une question à vous poser auquel je vais vous demander de répondre, qui est quels sont les documents parmi ceux qui sont présentés ici qui sont des photos d'écran et pas des documents physiques. Donc il y en a un ou plusieurs, peut-être aucun, mais bon, on n'a pas été aussi vicieux que ça. C'est une question on a même posé cette question en interne, hein. Je rends hommage à c'est quelqu'un de l'équipe qui avait proposé ce quiz lorsqu'on s'est posé ces questions-là. Euh, de voir si l'œil humain, à partir uniquement de l'image du document, était suffisant derrière. Donc on a deux cartes d'identité françaises en A et B, hein, un front et un back, et deux documents d'identité étrangers, un passeport serbe et une carte d'identité espagnole. Du coup, normalement, vous avez dû recevoir un pop-up, enfin moi je le vois en tout cas. J'espère que vous aussi. Ouais, j'ai que 7 réponses pour l'instant, donc j'attends un tout petit peu. Dis- N'hésitez pas à voter, au moins une réponse possible, hein, il peut y en avoir plusieurs. Selon votre sentiment, et peut-être, en attendant que vous votez, hop, si je peux peut-être répondre à une question en attendant que vous votez. Alors, on avait les deux documents synthétiques, on avait sur une question qui était sur le résultat binaire. Et comment est-ce qu'on gère les OKKO? Alors, c'est pas tout à fait exact. Une IA, c'est entraîné à donner un résultat. Ça peut être une fraude ou pas une fraude, et en effet, c'est binaire. Mais on peut aussi tirer plus d'informations dans la probabilité que ce soit véritablement ce qu'a prédit le doigt. C'est une espèce de score de confiance, à condition d'avoir bien géré l'algorithme derrière. Et en fait, on est capable de superviser l'IA en se disant, ok, là, mon système, il est très sûr de lui, et là, il est moins sûr de lui. Du coup, peut-être que je peux le router vers une décision humaine derrière. Et c'est comme ça qu'on peut l'utiliser et l'interpréter derrière. Donc, c'est pas tout à fait aussi binaire. En tout cas, on a cette possibilité. Alors, j'ai les réponses de ton sondage, Alexandre. On a Voyons ça. 40% des répondants qui choisissent la réponse B. Et en seconde, c'est la réponse D avec 29%. Et ensuite, c'est à peu près équivalent, 15% à peu près pour les réponses A et C. Donc B et D en premier. Fameuse réponse D. Je serais très curieux de savoir pourquoi vous avez dit ça, mais je ne vais pas avoir le temps de vous interroger un par un. Du coup, je vais plutôt vous expliquer quelle est la bonne réponse. Alors, la réponse, c'était la C et la D, qui sont des prises de photos d'écran. Et alors, comment est-ce qu'on peut voir ça? Je vous montre un filtre qui est appliqué sur l'image en question, qui est une autre vision en fait de cette image-là qu'on peut donner à manger à notre IA. Bon, là, vous voyez des enchaînements de couleurs. Ça dit, grosso modo, ça traduit des enchaînements de couleurs qui sont déjà présents sur les documents d'origine. Notamment, on voit qu'il y a beaucoup plus de couleurs sur les documents étrangers par rapport aux français. En fait, ça dépend de plusieurs critères. Mais là où je voudrais faire un focus, c'est sur deux éléments qui sont présents côté MRZ. C'est ça qui fait la regarder. En haut, on a un extrait de CMRZ sur des documents physiques sur lequel on voit une répartition colorimétrique qui est relativement uniforme entre les caractères. En bas, on a des documents non physiques et on voit que cette répartition, elle est plus si uniforme que ça. Déjà, on voit certaines streams et en plus, on voit qu'on a un éventail de couleurs qui est beaucoup plus large. En fait, si vous prenez un document physique, vous avez la lumière qui se réfracte sur le document qui arrive à votre œil, vous voyez la couleur telle qu'elle. Au sein d'un écran, la gestion de la couleur, elle est plus du tout la même. Et donc, en fait, vous voyez des variations, alors imperceptibles à notre œil parce qu'il y a un coût d'interprétation, mais qui, avec certains filtres, mettent en valeur ces comportements. Ce
que je veux illustrer avec ça, c'est cette notion de je peux utiliser certains algorithmes pour voir des choses que l'humain ne voit pas. Parfait. Et ben, peut-être moi, en conclusion un petit peu de ce plaidoyer en faveur de l'IA, je vais également je vous ai également préparé un petit quiz. L'idée est la suivante: on a regardé ensemble, on a décrit plein de moyens de fraude et du coup, je vous pose la question, parmi ces 2 documents, lequel a été utilisé pour une tentative de fraude, A ou B? Alors, on a été obligé de masquer quelques éléments parce que, comme vous pouvez le voir, les informations d'identité sont les mêmes sur les 2 documents, donc on a au moins l'assurance qu'il y a un fraudeur. Hem, Hop, pareil, vous pouvez répondre au sondage. voilà, et donc n'hésitez pas à regarder ce qui pourrait être lié à, une capture d'écran, une modification d'une partie du doc. Évidemment, pour la cohérence des données, c'est un petit peu plus compliqué, mais je peux au moins vous dire que la MRZ est conforme. On a peu de réponses pour l'instant. Ah voilà, ça y est, on commence à avoir une grande tendance qui se dessine pour la réponse B, Fabien. Ah non, ça se Ouais, rééquilibre. Attends. 40% réponse A et 68% réponse B. Ça y est, non, ça repart sur la réponse B. bah, Mm, bah, mm. je propose qu'on passe à la solution. En Oui, fait, j'ai été un petit peu plus taquin qu'Alexandre. En réalité, les 2 documents ont été utilisés dans une tentative de fraude et pour les 2 cas, il s'agissait d'une tentative d'usurpation d'identité. Je vais même aller plus Je vous demande pardon, j'ai été appelé en même temps. Je vais même être plus précis. Pour ce cas particulier, je sais même que c'est le même fraudeur qui a réalisé les 2 tentatives. Et si on essaie de comprendre un petit peu comment ça arrive, en fait, je pense que pour se poser la question de l'intérêt de l'IA dans la détection de la fraude, il ne faut pas louper les éléments essentiels qui ont été apportés dans le processus de souscription. En fait, parce qu'il existe un modèle économique, parce que les résultats sont fiables et parce que le résultat peut être instantané quand on utilise de l'IA, il y a des briques particulières qui ont été ajoutées dans la souscription à un service financier. D'abord, ça a été la partie liveness face match et depuis peu, la capture vidéo qu'on appelle chez QuickSign le scan ID. J'en profite pour répondre à une question qui était sur ce sujet. En fait, une des meilleures manières de s'assurer que le document qu'on récupère est de bonne qualité, c'est d'en forcer la capture pendant la souscription. Et en fait, le fait de le capturer en vidéo, ça nous apportera aussi des éléments complémentaires quand on voudra en faire l'étude. Et en fait, tous ces éléments-là, ils ont uniquement été déployés et déployables à partir du moment où on a développé des algorithmes d'IA. Avant ça, il aurait fallu une UX très dégradée pour les prospects et beaucoup, beaucoup de temps de traitement complémentaire pour les cellules d'octroi pour vérifier qu'on était face à des documents qui étaient exploitables. Et donc, en fait, la petite conclusion que je voulais apporter, et d'ailleurs, vous l'avez démontré pendant votre réponse, c'est que quand bien même parfois l'IA elle est imparfaite et il va rester des fraudes qui ne sont pas détectées, en réalité on va quand même forcer le fraudeur à intervenir et à intervenir le plus souvent de manière visible. Donc même le cas que je vous ai présenté, si on revient juste sur la slide 19, en fait le document de gauche c'est un document authentique. C'est un vrai document d'identité. Le document de droite, avec assez peu de formation, je pense, pour la octroi, on est déjà capable de détecter qu'on est face à une fraude. Donc même quand l'IA échoue, en fait, elle ouvre quand même des possibilités pour l'octroi à détecter plus facilement la fraude. Il nous reste 4 minutes environ et j'ai une dernière idée reçue à vous soumettre avant qu'on parte à la partie conclusive. Est-ce que tu voulais nous faire un petit mot sur la slide d'après rapidement, Fabien? C'est fait, ça, pardon. Non, non, tu peux passer à la question suivante. D'accord, super. Alors, dernière idée reçue, c'est la question à 1 million d'euros. En fait, on comprend avec tout ce que vous êtes en train de nous expliquer que, évidemment, l'IA a de bonnes capacités dans le domaine de détection de fraude. Mais puisque l'IA est si efficace, en fait, pourquoi ne pas remplacer tous les opérateurs par des algorithmes? Alexandre? Alors ça, c'est une question qu'on me pose beaucoup en ce moment quand je parle de mon métier à mon entourage. J'ai toujours cette question de, mais est-ce que tu penses que les IA vont nous remplacer? Du coup, c'est logique qu'on ait la même question sur la partie fraude. Alors, plutôt que de me lancer dans une grande argumentation de pourquoi est-ce que c'est pas si simple que ça, je veux vous le montrer au travers d'un exemple. Je prends ce document, c'est une fraude, je vous le dis. On va pas refaire un autre quiz, même si
C'est un bon format, je trouve. Mais je vais plutôt vous expliquer pourquoi est-ce que c'est un document falsifié. On va zoomer sur la MRZ. Sur la MRZ, on a deux éléments qui peuvent éveiller l'attention. Cette partie-là et cette partie-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est pas très clair, mais on a une tâche qui est à peu près ici, et de l'autre côté, on a une tâche qui est de ce côté-là. Changeons un petit peu l'image pour le voir un peu mieux. On voit cette tâche qui se dessine ici et celle-ci. On voit que ces tâches sont assez différentes. On en a une où en fait les bords sont quand même très très droits, et celle-là où les bords sont un peu plus flous. En fait, celle d'en bas, c'est une modification du document, c'est une falsification. C'est un copier-coller qui a été fait d'une autre partie de l'image et qui a induit cette différence de teinte qu'on observe. Et en haut, c'est plutôt un reflet. Tu viens de le dire, Fabien, on essaye de privilégier le Scan ID. Le Scan ID, la prise de vue peut créer potentiellement certains reflets sur le document, et c'est normal, c'est pas une falsification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut développer un algorithme à aller détecter ce type de variation, ce type de tâche, entre guillemets. Pas de souci. Néanmoins, cet algorithme, il risque de sonner un peu trop de fois, notamment pour le cas qui est présent là-haut, c'est-à-dire dans le cas des reflets. Et donc, on va se retrouver à créer des faux positifs et c'est pas forcément ce qu'on veut. Du coup, on a des notions de calibration de seuil qui sont à faire, mais qui vont marcher. Alors, on va scorer tout ça hein, dans notre apprentissage. On va vérifier qu'on minimise le nombre de faux positifs, etc. Mais en fait, c'est tellement variable cette notion de reflet qu'il y a un danger derrière. Et ça, c'est une des limites qu'on peut observer. C'est-à-dire que faire apprendre à différencier sur quelque chose qui est quand même assez peu visible, qu'on a des bords très droits et des bords un peu flous à une IA, c'est possible, mais c'est quand même très laborieux et ça montre quelques limites qu'on a aujourd'hui. On cherche vraiment à trouver des patterns très très fins. C'est pour ça que pour moi, il y a ce côté, ce remplacement est compliqué. Et je crois que toi aussi, Fabien, tu pensais pareil. Ah ouais. Je vais essayer d'accélérer un tout petit peu, mais en fait, je vais rebondir aussi sur une question qui était, mais du coup, pour détecter 97% des fraudes, à quel point on se trompe? Et en fait, c'est une question qu'on se pose toujours et qui aujourd'hui définit si oui ou non une solution est implémentée en production. Parce qu'en fait, on peut toujours définir des algorithmes qui, sur un dataset, vont donner des résultats intéressants, mais la question c'est est-ce qu'on peut le déployer en prod? Et globalement, les caractéristiques du problème dans la lutte contre la fraude sont vraiment contre nous parce que les fraudeurs sont minoritaires. Ce qui veut dire que dès qu'on a du faux positif, ça brouille très fortement le message entre des cas où on a mis une alerte légitime et des cas où on va mettre une alerte sur quelqu'un qui en fait n'a pas de raison d'être suspecté. On en parlera un tout petit peu plus tard, on fait émerger des solutions là-dessus, mais en tout cas, le taux de faux positif, à quel point est-ce qu'on va être pertinent dans nos alertes, c'est le critère principal qu'on va utiliser sur un déploiement d'une solution d'IA en production. Si je résume, on comprend avec tout ce que vous venez de nous dire que se passer de l'humain, ça reste compliqué. Alors nous, chez QuickSign, comme tu l'as déjà dit tout à l'heure, Fabien, on n'a pas fait ce choix binaire. En fait, on utilise évidemment les deux ressources. On a une équipe d'opérateurs, le Fraud Expert Bureau, qui vérifie manuellement les identités d'une part, et puis de l'autre, on a des équipes data, dont vos équipes, qui développent les algorithmes. Euh, pour terminer, Alexandre, ce qui est intéressant peut-être, c'est que tu nous expliques comment justement l'équipe FEB collabore avec tes équipes data. Absolument, je vais essayer d'être synthétique aussi, parce que c'est vrai que l'heure tourne, je n'avais pas vu cette heure. Alors, pour nous, en data, et en même temps, je répondrai à une question d'Alaïdine, que je salue, sur cette notion d'apprentissage. Euh, alors, le FEB, c'est une opportunité importante pour nous, parce qu'en fait, ça nous permet d'accumuler des documents de fraude qui d'habitude sont difficiles à avoir, parce que documents d'identité, donc pas en open source, etc. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que tout ce qui est, entre guillemets, à noter, hein. Alors, c'est pas une annotation en tant que telle, puisque c'est un véritable cas de prod. On va le stocker dans une base de données. On va s'en servir pour alimenter nos algorithmes, pour les scorer, pour créer de l'apprentissage, aussi pour générer certaines données à partir de là, synthétiques, mais à partir de vrais cas. Et on va on va le pousser en production et le faire superviser par l'équipe du FEB derrière. Donc ça nous permet de détecter des vrais cas et pas des cas. Alors parfois on voit dans la littérature des cas qui sont un peu dépassés ou pas forcément les plus représentatifs. Donc là on sait qu'on va prendre sur des vrais cas. On aura de la volumétrie, puisqu'on voit un flux important passer. Et en plus, on va pouvoir facilement s'adapter aux nouveaux comportements des fraudeurs, parce que finalement, on arrive à créer cet apprentissage dont je parlais au début sur la génération de règles. Donc, super opportunité le fait pour nous.
Oui, puisqu'ils alimentent directement en fait les algorithmes de tes équipes. Exactement. On arrive sur la partie conclusion. Merci à tous d'être encore là, d'ailleurs, parce qu'on déborde un tout petit peu sur l'horaire, mais c'est aussi parce qu'on a répondu à pas mal de questions. Et merci pour toutes les interactions. Alors, je voudrais vous demander tous les deux, vraiment pour terminer, que nous réserve l'avenir, finalement, sur cette symbiose entre utilisation des algorithmes et utilisation de la ressource humaine pour lutter contre la fraude à l'identité. Fabien, Euh, peut-être? ouais, peut-être pour commencer, en fait, je trouve que la position à laquelle on arrive, nous, elle est assez rassurante parce qu'elle est complètement alignée avec la position de l'ANSSI. En fait, l'ANSSI, quand elle a défini un critère pour le plus haut niveau de validation d'identité à distance, elle a bien insisté sur l'obligation d'avoir des algorithmes d'IA et des humains. Et notre interprétation, c'est il faut tirer parti de ce que savent faire le mieux chacun de ces composants. Je pense, si je devais faire un petit peu une projection sur l'avenir, d'abord, je pense qu'il y a une partie de ce qu'on a dit aujourd'hui qui va mal vieillir, notamment le niveau de complexité des fraudes qu'on rencontre en production, d'expérience, c'est quelque chose qui, à mesure que les gendarmes vont augmenter leur niveau de protection, les voleurs vont s'adapter. Et donc, c'est quelque chose qui fait partie des bases essentielles du problème. Et évidemment, c'est quelque chose qui, si on y regarde à nouveau dans 2 ou 3 ans, pourrait avoir changé. Anecdote, quand on a déployé le système de biométrie, on avait un taux de fraude quasiment nul. Et finalement, aujourd'hui, c'est une barrière qui est très, très insuffisante. Euh, Peut-être un petit peu rebondir un petit peu sur les questions et un petit peu sur ce que j'ai pu évoquer. Si on ne peut pas aujourd'hui projeter un scénario d'automatisation complet, pour plein de raisons, je pense qu'en fait, l'avenir et le scénario qui me paraît le plus réaliste, c'est un scénario d'automatisation incomplète. Et ça va consister à utiliser les solutions qui vont émerger ou les solutions existantes au maximum de ce qu'elles peuvent savoir faire pour là où on a très très peu de doutes et avec l'aide d'algorithmes assez complexes, permettre une automatisation complète avec une très très bonne maîtrise du risque. Et en fait, quelque part, on va complexifier le parcours pour le client final. Et donc, il y a en même temps un enjeu pour la société qui souhaite utiliser ces capacités d'automatisation, un enjeu de réussir à gérer les exceptions et réussir à faire en sorte de ne pas perdre des prospects en complexifiant le parcours. Et c'est pour ça, je pense que on va voir émerger des solutions qui vont devenir de plus en plus complètes et de plus en plus complexes pour l'entrée en relation. Je pense par exemple à l'introduction de l'identité numérique qui évidemment ne pourra pas couvrir 100% des prospects. Et donc sur la gestion un petit peu de ce flux résultant dans lequel on trouvera évidemment la majorité des fraudeurs, mais aussi des gens qui sont un petit peu moins à l'aise avec les outils digitaux, il faudra trouver des solutions il faudra trouver des solutions pour juguler les risques. Je pense notamment à des pistes importantes comme l'open source intelligence, par exemple, ou la partie très analyse comportementale des prospects sur la plateforme. Alexandre, ton avis? Je suis totalement d'accord avec Fabien. Le couplage des deux, de l'IA et de l'humain, est essentiel. En fait, il y a même pas de hiérarchie à faire, hein. Ça doit se coupler. Euh, Moi, je voulais plus parler de l'aspect. Alors, il y a un aspect qui est sur la partie, c'était d'ailleurs une des questions, sur la partie l'utilisation de l'IA, hein, et on en a dit quelques mots. En fait, c'est ce qu'on observait lors d'une conférence qui a eu lieu dernièrement, très bonne conférence organisée par Finance Innovation, peut-être certains d'entre vous y étaient. En fait, on n'y est pas encore dans cet usage de l'IA. Derrière, il y a des kits IA qui commencent à arriver sur le marché. Ça va se développer. Donc, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a déjà des acteurs qui se posent ces questions-là. Il y a déjà de la littérature qui commence à arriver, détecter des deepfakes, détecter des contenus générés par une IA. Et donc, on se pose déjà ces questions, même si on les voit moins en production. Donc, du point de vue des IA pour détecter les IA, ça va continuer à se développer, c'est une certitude. Du point de vue purement de l'IA en elle-même, en fait, il y a un sujet sur le choix des descripteurs qui s'améliore au fur et à mesure. Et le fait de concilier un maximum d'informations dans un ou plusieurs modèles, c'est-à-dire ce qu'on appelle les approches multimodales. On a commencé par les images, on a fait pas mal de textes, maintenant on commence à faire des images textes. Je pense que ça va se coupler aussi avec cette notion d'open source intelligence dont tu parlais, Fabien, pour former des modèles qui sont finalement les plus complets possibles et donc les plus performants derrière. Donc ça, on y croit pas mal chez Cookson.
Ouais, et puis peut-être sous forme un peu de conclusion, on fait plus qu'être d'accord. En fait, c'est un sujet sur lequel on travaille avec Alexandre depuis un peu plus de 2 ans. Donc un produit qui s'appelle Fraudster Database, dont l'objectif c'est de réussir à détecter des fraudes grâce à toutes les données qu'on va collecter sur les parcours, des données externes, et mélanger tout ça dans un avis général. Voilà, et les premiers résultats qu'on a sont vraiment très encourageants. Donc on croit beaucoup à cette manière de sortir un peu de la logique d'escalade entre les mesures de contre-fraude et les actions menées par les fraudeurs. Oui, et d'ailleurs, Fraudster Database pourrait faire l'objet à lui seul d'un prochain webinaire. On verra si on traite ce sujet-là l'année prochaine. En tout cas, ce webinaire arrive à sa fin. Je vous remercie vraiment d'être resté avec nous jusqu'au bout, d'avoir suivi ce dernier webinaire de l'année. On vous retrouvera l'année prochaine pour de nouveaux rendez-vous trimestriels, évidemment. Si vous avez envie de nous contacter directement pour des questions ou un projet, eh bien, n'hésitez pas à le faire, vous avez ici notre contact. Et puis, on s'excuse pour toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Vous avez vu que le timing était super serré. On va les noter, on va essayer d'y répondre en asynchrone. Comme ça, on espère voilà, que tout le monde pourra y trouver son compte. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt. Très belle fête de fin d'année à tous.